La performance est l'objectif d'énormément de pratiquants et les différents coachs, préparateurs et théoriciens du sport sont depuis des années en quête de facteurs pour l'optimiser. Et l'un de ces facteurs revient souvent dans les discussions à ce sujet, il s'agit de la transférabilité, au point que certains l'invoquent comme le vecteur le plus important de la performance, en ne jugeant les méthodes et les exercices que par rapport à leur proximité à la pratique réelle de leur sport. Mais la réalité est plus complexe que ça, et aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer pourquoi. C'est parti. Premièrement, qu'est-ce que la transférabilité en entraînement? Eh bien, il s'agit tout simplement de la possibilité qu'a un exercice ou une méthode à être transféré, à se calquer à une pratique compétitive donnée. Laissez-moi vous fournir un exemple. Si vous faites du squat, alors l'exercice le plus transférable pour progresser, c'est-à-dire celui qui va le mieux reprendre les contraintes du squat, eh bien, c'est le squat. Mais si vous modifiez quelques facteurs, en remplaçant par exemple par du front squat ou du squat cycliste, alors vous gardez un pattern moteur relativement proche en ayant apporté quelques ajustements. Pour ces deux exemples, vous gardez le pattern de squat global, mais vous augmentez le recrutement des quadriceps et la verticalité du buste. Mais vous allez peut-être également faire du leg extension. Et là, vous retrouverez la composante d'extension de genou qui sera commune au squat, mais le reste de l'exercice sera relativement différent. Mouvement d'isolation contre mouvement pluriarticulaire, charge guidée contre charge libre, exercice assis contre exercice debout. En bref, le leg extension serait moins transférable au squat que le front squat que nous venons d'évoquer. Maintenant que cet aspect de notre question est éclairci, je vous propose de passer au pour et au contre de la transférabilité. Et pour commencer, il est important de reconnaître que oui, la transférabilité est un facteur important de la performance. Pour reprendre notre exemple du squat, si vous voulez progresser, vous allez vouloir améliorer votre capacité posturale, votre qualité technique, votre force des membres inférieurs, etc. Et pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser un exercice qui reprend toutes ces contraintes et qui travaille toutes ces capacités en même temps, le squat. Et oui, la meilleure manière de progresser au squat, c'est encore de faire du squat. Et ça vaut pour tous les exercices. Mais maintenant que nous avons établi que la transférabilité était importante, il ne faut pas tomber dans le piège de penser que c'est le seul facteur qui a de l'importance. Oui, il joue son rôle, mais il ne doit pas être votre seul focus lorsque vous vous programmez. Laissez-moi vous expliquer. Prenons l'exemple d'un athlète de force athlétique, de powerlifting. En compétition, il va réaliser un effort maximal sur une seule répétition, sur 3 exercices, le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Son entraînement aura donc pour but de le rendre aussi fort et aussi performant que possible sur ces facteurs, une seule répétition sur ces 3 mouvements. En partant de ce postulat, la transférabilité nous dirait que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif, ce serait de ne faire que ces 3 mouvements à l'entraînement. En effet, pourquoi ajouter des variations et des exercices d'assistance qui seront plus éloignés des demandes de la compétition? Et on peut même aller plus loin. Pourquoi faire autre chose que des répétitions uniques et très lourdes? Puisque l'objectif en compétition est de soulever le plus lourd possible sur une seule répétition, pourquoi à l'entraînement devrait-on s'embêter à faire des séries de plusieurs répétitions? C'est moins transférable. Et avec cet exemple, vous avez dû commencer à comprendre pourquoi il n'est pas très logique de ne s'entraîner qu'uniquement à ce que l'on fera en compétition. Pour reprendre l'exemple d'un powerlifter, certes, les 3 mouvements seront au cœur de son entraînement, mais autour, il aura des variations d'exercices et de formats, ainsi que des pratiques annexes, parfois sans rapport avec le sport, visant à le faire progresser. Peut-être que pour s'améliorer au développé couché, il va faire du renforcement musculaire sur tout le haut du corps. Dips, traction, rowing, abdominaux, développé militaire. Alors que ces exercices sont moins proches du développé couché que ne le seraient des variantes comme le développé couché pause, tempo ou prise serrée. En plus de cela, au cours de ces cycles d'entraînement, il va évoluer de séances très dures et très intenses à des entraînements plus abordables. Il va faire des séries très lourdes et très dures et d'autres plus longues et plus légères. Le corps humain est une machine extrêmement complexe et si les différents coachs et programmateurs passent des années à l'étudier tout en accumulant de l'expérience, il y a une raison. On ne peut pas résumer la progression par faire du squat pour progresser au squat. Certes, ça va marcher un temps et c'est toujours bénéfique, mais vous allez finir par développer des faiblesses, des déséquilibres musculaires, bref, un tas de petites choses qu'il faut corriger avec des exercices accessoires spécifiques. Enfin, je voudrais clore ce sujet avec un exemple encore plus parlant, les points de progression en dehors de l'entraînement. Vous le savez, pour progresser et performer, il faut s'entraîner dur, mais ce n'est pas tout. Votre santé, votre alimentation, votre récupération sont des facteurs essentiels de votre performance.
Restons dans l'exemple du powerlifting. Beaucoup d'athlètes de haut niveau se sont mis à ajouter des composantes de cardio à leurs entraînements. En effet, l'endurance fondamentale renforce le cœur et les capacités cardiovasculaires, ce qui permet de mieux récupérer. Si l'on récupère mieux, on s'entraîne plus dur, donc on peut mieux récupérer de cet entraînement, et donc en théorie, on progresse plus. Tout ça alors que la course à pied, le vélo ou les autres formes de cardio long ne sont pas des mouvements qui sont théoriquement transférables aux mouvements de force athlétique. Nous pouvons aller encore plus loin. Si vous êtes fort, mais que vous ne dormez que 3 heures par nuit et que vous mangez trop peu ou trop mal, alors vous ne faites qu'effleurer votre potentiel. Dans cette situation, vous reposez correctement et vous alimentez correctement vous permettra de beaucoup mieux vous entraîner, de beaucoup mieux récupérer et donc de beaucoup plus progresser. Encore une fois, alors que les faits de dormir et de manger n'ont rien à voir avec les mouvements que vous faites à l'entraînement. En termes de transférabilité théorique, c'est zéro. En conclusion, la transférabilité reste un facteur important de la progression. Il ne faut pas tomber dans le piège de n'utiliser que des méthodes annexes sans jamais pratiquer son sport ou son mouvement. Ça reste la base pour s'améliorer. Malgré tout, l'obsession de la transférabilité est déjà beaucoup trop développée à haut niveau, alors pour la plupart des athlètes débutants ou intermédiaires, elle n'a pas lieu d'être. Toutes vos méthodes et tous vos exercices n'ont pas besoin d'être 100% transférables à votre pratique compétitive. Programmez-vous simplement de manière intelligente. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.